Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique. Merci Mariam El Kurdi. Le Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end et nous vous en remercions du fond du cœur. Notre invité aujourd'hui jusqu'à 13h, c'est de lui que dépend largement l'avenir de la gauche, de ses choix, de sa stratégie pour rassembler une famille divisée, une famille qui reste toujours pour certains irréconciliable. Alors comment imaginer une alternative politique crédible? Comment préparer l'alternance dans une période d'incertitude comme celle que nous traversons? Le premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne, Olivier Faure, est l'invité de Question Paul. Retour avec lui aussi évidemment sur l'actualité de la semaine. Je retrouve mes esprits pour vous dire que vous pouvez évidemment intervenir sur l'application France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag Question Politique. France Inter. Question politique. Ali Badou. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Ali Bado. Et bienvenue, l'équipe de Questions Politiques à mes côtés pour vous interroger. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, bonjour à tous. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et Karine Bécard de France Inter. Salut Karine. Salut tout le monde. Karine qui a préparé votre portrait Olivier Faure et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. On va évidemment commencer par l'actualité, cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Une nouvelle stratégie mise en place par le gouvernement avec la conférence de presse et les annonces de Jean Castex. C'était jeudi autour de 18h, heure maintenant du couvre-feu. Françoise Fressos pose la première question. Comment vivez-vous en tant que chef de parti d'opposition cette crise qui finalement n'en finit pas et qui semble geler l'exercice démocratique? Comme tout le monde, je suis évidemment perturbé, comme nous pouvons tous l'être dans ce moment, avec une crise qui n'en finit pas, avec des variants maintenant qui viennent d'Angleterre, d'Afrique du Sud et peut-être même du Brésil. Donc on est aujourd'hui dans une situation d'incertitude qui est difficile à vivre pour toutes et tous. Et moi, ce que je souhaite, c'est que dans un moment comme celui-là, la démocratie ne soit pas confinée avec les Françaises et les Français. Qu'on n'ait pas en permanence le sentiment d'être pris pour des ouaves. Qu'on n'ait pas ce sentiment que tout se décide dans le cénacle étroit du Conseil de défense. Qu'on n'ait pas le sentiment que l'obscurité entoure toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui. Vous avez l'impression d'être pris pour un zouave par le gouvernement? Et comment ? Et, la plupart du temps, nous avons le sentiment qu'il y a une mise en scène parfois à l'Assemblée ou dans des rencontres avec le chef de l'État ou le Premier ministre, mais rien n'est jamais partagé, rien n'est jamais clair. Sur la stratégie de vaccination, nous avons saisi le gouvernement depuis le mois d'octobre. Je dis bien octobre, pas en janvier quand tout le monde s'en est rendu compte. En octobre, nous avons commencé à alerter sur ce que faisaient nos voisins, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, etc., en leur disant mais pourquoi eux se préparent et pourquoi nous ne sommes pas prêts? On nous a dit pas de problème, vous verrez, ce sera prêt en décembre. En décembre, on a vu, on n'était pas prêt et on n'est toujours pas. Alors concrètement, revenons point par point sur la stratégie de vaccination. Que reprochez-vous clairement au gouvernement? Mais je lui reproche de ne rien avoir préparé. Alors aujourd'hui, vous condamnez... Rien. Mais regardez ce qui se passe dans les collectivités. Est-ce que c'est le choix des EHPAD que vous condamnez? Est-ce que vous considérez qu'on n'a pas choisi les bonnes cibles? Est-ce que vous considérez qu'on aurait dû commander plus tôt, et même parallèlement à l'Europe, un certain nombre de doses de vaccins? Concrètement, qu'auriez-vous fait de mieux? Concrètement, je vous réponds. Hier, j'étais au téléphone avec un certain nombre de maires, Clermont-Ferrand, Villeurbanne, Pantin, chez moi dans mon département, Ponto-Combo, etc. Et qu'est-ce qu'ils me disent toutes et tous? Ils me disent, nous avons en fait l'État qui nous prévient en général quelques jours avant pour ouvrir un vaccinodrome. On ne nous donne pas les doses qui correspondent et donc nous ne savons même pas à quoi nous devons nous attendre. Nous ne savons rien, aucune lisibilité. En réalité, même sur le fameux dernier kilomètre, sur la façon dont on va acheminer du point, l'un des 100 points dans lesquels on stocke le vaccin, comment est-ce qu'on achemine vers les centres de distribution? Personne ne sait. Tout se fait sur les moyens des collectivités locales, aucune compensation. Et en réalité... Mais ça, c'est une question logistique ou politique? C'est une question à la fois logistique et politique. Il y a quand même un gouvernement qui est responsable et qui aurait dû mettre en œuvre depuis le début. Tout à l'heure, je parlais des Espagnols. Les Espagnols, depuis l'été dernier, ils ont pris la tâche des collectivités locales. Ils ont ensemble construit un plan qui a permis derrière, de démarrer de manière beaucoup plus rapide que nous ne le faisons en France. Karine Bécard. Alors vous dites voilà, ailleurs c'est mieux, ok.
regardons quand même les choses comme elles se passent. Les Français ne voulaient pas se faire vacciner. Finalement, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux maintenant à le souhaiter. Vous avez parlé de vaccinodrome. Vous avez raison d'en parler. Pareil, initialement, on ne voulait pas mettre en place de vaccinodrome. Je sais pas, moi j'ai toujours voulu. Finalement, on va en mettre en place et les Français sont prêts à y aller. C'est compliqué quand même de les gérer, ces Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous sauriez faire? Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une clé de l'insuccès? Nous sommes le Olivier pays Faure. de Pasteur. Nous sommes dans un pays où nous avons vaincu toutes les grandes pandémies avec le vaccin. Et voilà un gouvernement qui nous explique qu'il faudrait d'abord prendre le pouls des plus réticents avant de s'occuper de ceux qui veulent. Et il y a des gens Ils étaient qui majoritaires. Ils étaient, mais peu importe, on sait très bien comment les choses se passent. Vous avez quand même des gens au départ qui disent bon, on va voir, etc. Puis après ils voient. Et donc il faut profiter de la phase d'entraînement des premiers pour pouvoir ensuite avoir les seconds et ne pas se laisser à chaque fois. Mais si on faisait de la politique uniquement en regardant les sondages, en se disant oh là là, mais voilà, attention, là c'est pas évident, on va. Mais non, la politique, c'est l'inverse. C'est comment est-ce qu'on entraîne un pays, comment est-ce qu'on dit aux gens, voilà, moi mais je crois au Pasteur vaccin. est né Voilà. il y a 200 ans, Olivier Faure, et ça fait partie de ces mots totems qu'on brandit pour dire que la France est le pays le plus près qui devrait être à la pointe de la recherche sur les vaccins. 200 ans après, peut-être que le monde a changé, peut-être que les lieux où ça décide, où se font les recherches et les innovations scientifiques sont loin de la France, peut-être. Mais Ali Badou, vous avez raison. Moi, je ne dis pas que le pays de Pasteur doit, y compris, être le premier à trouver le bon vaccin. D'ailleurs, Sanofi est en retard par rapport aux autres. Je dis simplement que dans le pays qui a conçu au départ le vaccin et qui sait à quel point un pays où on a toujours fait confiance à la science, au progrès. On a toujours compris que, bien sûr, que nous étions pour la nature, mais enfin, on était là aussi pour la maîtriser, la dominer, faire en sorte que nous ne soyons pas victimes de ces virus qui circulent, etc. Donc nous avons, évidemment, un message à porter. Comment expliquer que, par exemple, que le gouvernement français n'ait pas lancé une grande campagne de communication, comme dans d'autres pays, là encore, pour dire aux Français, vaccinez-vous. Là, on va à reculons, surtout, comment voulez-vous que les gens, ensuite, on les entraîne? Justement, le diagnostic, est-ce que c'est qu'on est mou, ou le gouvernement, pusillanime, c'est-à-dire qu'on a peur de notre ombre? Est-ce que c'est la faute à l'administration? Est-ce qu'on aurait dû faire appel à l'armée? D'où ça vient? C'est de l'incompétence? C'est un choix idéologique? Ou alors c'est l'administration, comme tout le monde le dit, qui est incapable de s'organiser, qu'on ne maîtrise pas la logistique? Ça fait un mois que je me pose la question, j'ai toujours pas trouvé la réponse, pour tout vous dire. Je ne sais pas comment il est possible que des gens qui sont des gens éclairés, je ne comprends pas. Pour moi, c'est inexplicable, parce que c'était l'évidence que le seul espoir que nous avons et la course de vitesse que nous devons gagner en 2021, c'est contre le virus, contre ces variants, et le seul espoir, c'est le vaccin. Il n'y en a pas d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend les bras ballants? Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que de vacciner massivement? L'armée serait L'armée, pourquoi pas? On pourrait utiliser les internes dans les hôpitaux, les étudiants en médecine, faire en sorte que les infirmières libérales puissent être aussi vaccinées, les pharmaciens, bref, toutes celles et ceux qui ont une compétence pour cela, pour aller le plus vite possible et faire en sorte que le plus grand nombre soit protégé et oui, mais au final, cette morts. campagne vaccinale qui passe son temps à s'adapter à la situation, est-ce que c'est pas la bonne méthode? S'adapter à quoi? En fait, là, on a un vaccin, on a des doses, on les utilise, on avance, on fait pas semblant, on n'est pas en train de se dire peut-être on verra plus tard, etc., en fonction de ce que sera l'opinion. Non, on dit, il y en a déjà au moins 40% qui voulaient se faire vacciner dès le départ, ces 40%-là, ils y vont. Et on verra comment réagissent les autres. Parce que les sondages, c'est toujours la même chose, c'est une photo à un instant donné de l'opinion. Ça ne veut pas dire que les gens n'évoluent pas, heureusement. Pour la première fois d'ailleurs, les Français sont majoritaires à dire vouloir se faire vacciner depuis quelques jours seulement. Mais dernière enquête, Olivier Faure, vous raisonnez 56%. comme si on disposait de la dose de vaccin nécessaire pour vacciner tout le monde et rapidement. En fait, on voit bien qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, que c'est pas uniquement un problème français, mais que c'est aussi un problème européen. Et donc, au fond, ce qui est un peu compliqué dans votre stratégie d'opposition, c'est que on a l'impression que le gouvernement a toujours tout faux, et quand on regarde les comparaisons internationales, on se dit que finalement, sur le long terme, la France se débrouille pas si mal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de trouver le bon ton d'opposant dans une période de crise où, au fond, on est tous confrontés à de l'imprévu, à des difficultés de gestion? Mais pourquoi vous parlez d'opposants? En l'occurrence, sur ce sujet-là, j'essaie de me comporter... C'est ce que vous êtes, non? Je suis un opposant... Constructif.
le plus souvent possible sur les sujets qui me paraissent une nécessité. Là, sur cette question sanitaire, j'ai toujours dit la même chose depuis 1 an. J'ai toujours tendu la main et j'ai toujours demandé au gouvernement à être associé à la stratégie sanitaire parce que je considère que sur un sujet d'intérêt général comme celui-là, le mieux que nous ayons à faire, c'est de marcher ensemble. Je l'ai demandé il y a 1 an, j'ai demandé il y a 6 mois, j'ai demandé il y a 3 mois, j'ai demandé il y a 1 mois. Je n'ai jamais été entendu. Sur la stratégie vaccinale, j'ai demandé au Premier ministre dans la réunion que j'ai eue avec lui, je lui ai dit mettez-nous sur la table les différents scénarios auxquels nous pouvons adhérer ou pas. Et nous vous dirons, et nous serons prêts même à nous engager derrière vous, avec vous, sur une stratégie qui nous serait commune. Mais je n'ai jamais eu quoi que ce soit. Et donc, on est toujours mis devant le fait accompli. Et donc là, ce que je vous dis pas que tout est mauvais. Je vous dis simplement qu'on devrait faire mieux. Bien sûr qu'il y a des doses qui ne sont pas en nombre suffisant pour vacciner tout le monde. Mais entre le fait de vacciner tout le monde et de ne même pas utiliser les doses dont on a déjà qu'on a déjà récupéré, il y a quand même là un gouffre dans lequel j'aimerais qu'on ne tombe pas. Mais vous êtes écouté parfois malgré tout, Olivier Faure, parce que le comité de liaison avec les Français, les 35 Français qui vont pouvoir réagir régulièrement et dire comment la campagne se passe, c'était vous, c'était votre idée, elle a été entendue. Oui, il y a parfois, heureusement, il y a des choses qui sont entendues, même si moi je souhaitais un comité de liaison qui ne se substitue pas au Parlement, qui soit là en réalité en liaison avec le conseil scientifique. Pourquoi ? Parce que je vois bien qu'il y a des réticences. Et donc, comment est-ce qu'on vainc les réticences, sinon en faisant la pédagogie progressive et en expliquant aux Françaises et aux Français quelles sont de répondre aux grandes questions qu'ils se posent. Nathalie. Est-ce que vous pensez qu'on devrait un petit peu durcir le contrôle aux frontières, notamment, ça a été fait vis-à-vis d'un certain nombre de pays dans le monde. Est-ce que ça devrait être fait à l'intérieur de Schengen, en clair ? Je suis allemand, je suis italien, je suis espagnol, je suis tout ça, et je ne peux rentrer en France que si j'ai un test PCR cette fois-ci, qui est négatif, et après je dois éventuellement me confiner et refaire un test, et en gros on bloque les bateaux, les avions, les trains et la circulation intra-européenne. Olivier Faure. Comme certains le font déjà. Hein. Oui, comme certains le font déjà. J'étais, vous allez croire que je passe ma vie au téléphone, ce qui est un peu vrai, mais j'étais avec les députés européens. Il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment d'autre. Oui, on est beaucoup c'est en plus visio. prudent que les réunions. C'est plus prudent que les réunions. Mais je faisais le point avec les députés européens cette semaine, et que me disent-ils ? Ils me disent que quand eux, ils vont au Parlement européen, quand ils vont donc en Belgique, à Bruxelles, eh bien, ils sont soumis à des tests. Et donc, il faudrait donc, la France doit suspendre les accords de Schengen et la libre circulation des personnes dans cet espace-là ? Écoutez, il me semble qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à géolocaliser le virus, en faire en sorte que les variants notamment ne viennent pas toucher tous les pays indifféremment, et que pour des principes qui sont des principes que je partage, moi je suis pour la libre circulation à l'intérieur de l'Europe, mais donc pour une période provisoire, il faut suspendre la libre circulation dans l'espace Schengen pour que les choses soient claires. Pour une période provisoire, et seulement provisoire, attention, le temps que nous vainquions le virus et que nous ayons la certitude que les variants ne sont pas en train de rentrer. Si demain le variant est partout et que c'est indifférent d'être anglais, français, belge, italien, espagnol, dans ces cas-là on rouvre. Mais les Britanniques ne sont pas dans Schengen. Si on peut, non, c'est vrai. Mais si on peut freiner, la diffusion du virus et de son variant plus contagieux, eh bien il faut le faire. C'est une proposition de Marine Le Pen dès le début. Nathalie, et elle avait été moquée à ce moment-là. Mais franchement, là-dessus, j'aimerais bien qu'on arrête de se poser la question en termes purement politiciens. Moi, je n'ai pas de problème. Non, mais Nathalie Saint-Cric, c'est pas pour vous que je le dis. Moi, je n'ai pas de. Si Marine Le Pen dit qu'il neige quand il neige, ça ne me pose aucun problème. Moi, je conteste, je combats Marine Le Pen quand elle dit des contre-vérités, quand elle est dans le fake, quand elle est dans la discrimination. Oui, je la combats. Mais quand elle dit que le ciel est bleu quand il est bleu, je dis aussi avec elle que le ciel est bleu. Françoise Fressoz. La stratégie du gouvernement français, c'est de maintenir les écoles ouvertes le plus longtemps possible. Et on entend quelques responsables socialistes, notamment Najat Vallaud-Belkacem, hier, commencer à s'interroger sur les conditions de sécurité sanitaire dans les écoles. Est-ce que vous partagez son inquiétude et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Olivier Faure. Eh bien là, ça va vous paraître... je vais être fidèle à l'esprit de synthèse des socialistes. En fait, je suis d'accord à la fois avec le gouvernement et avec Najat Vallaud-Belkacem. C'est-à-dire que je pense que les écoles doivent être fermées uniquement en ultime décision, en ultime recours, mais qu'il faut créer les conditions sanitaires pour que dans les écoles, notamment sur la cantine, notamment sur la façon dont on fait classe, eh bien qu'on puisse aller plus loin dans les sécurités qu'on observe. Mais c'est vrai que moi je souhaite aussi que l'école reste le plus longtemps possible ouverte parce qu'on connaît les conséquences et l'aggravation fantastique des inégalités
quand on ferme l'école. Est-ce qu'il faut rouvrir d'urgence les universités? Il y a des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre et notamment à destination des premières années en fac qui pourraient de nouveau avoir accès à certains TD en présentiel, comme on dit. Est-ce qu'il faut aller plus loin et rouvrir, oui, et permettre aux étudiants de retrouver le chemin des cours, considérant que les jeunes sont aujourd'hui parmi les plus touchés, les plus précarisés, les plus fragilisés par la crise que nous traversons? Oui, il faut rouvrir les facs. Alors, pas dans n'importe quelle condition. Quand on est dans un amphithéâtre, vous l'avez été, je l'ai été, on a effectivement en général des amphis qui sont bondés et les scènes qu'on voyait en septembre sont inadmissibles. Mais accepter l'idée qu'on puisse revenir par tiers, par quart et qu'on puisse retrouver une forme de sociabilité. Je vois des étudiants qui sont depuis 1 an tenus à l'écart dans des conditions parfois extrêmement précaires. Et donc, grande détresse psychologique. Et en grande détresse psychologique. Il y en a une qui s'est suicidée hier. Ça n'est pas possible de sacrifier à ce point cette génération. Et à la fois les faire revenir, mais aussi les soutenir financièrement. Il faut un RSA pour les 18-25 ans? Absolument. Absolument. Et sans même condition du tout? La condition, c'est d'être en situation de détresse financière. Et pérenne? Ou ça peut être des aides temporaires? Moi, je souhaite que ce soit pérenne. Je pourrais admettre que dans un premier temps, ce soit provisoire et que, au moins, pendant la période de la crise, on évite qu'on ait des jeunes qui fassent la queue dans les soupes populaires. C'est quand même pas possible de laisser des jeunes rentrer en l'âge adulte avec l'idée d'aller mendier leur repas chaque jour. Il y a des fédérations socialistes qui ont, dans toute la France, organisé des distributions de repas. Et j'ai été plutôt d'entre elles. Mais c'est des scènes épouvantables. Vous avez des jeunes qui sont là et qui viennent mendier leur repas de midi, leur repas du soir. C'est des scènes qu'on ne devrait pas accepter. On est la France, mince. Très concrètement, donc un RSA de combien? Provisoire? Et vous pouvez donner des détails là-dessus? Provisoire, c'est-à-dire que moi, je souhaite que ce soit plus pérenne parce que je pense qu'il y a une formidable inégalité. Vous faites des études, il y a des enfants qui aujourd'hui sont obligés d'aller être en même temps avec 3 ou 4 heures par-ci, par-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Puis il y en a d'autres qui peuvent être aidés par leurs parents. J'aimerais que tout le monde puisse faire des études dans des conditions convenables. Et les bourses, ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Donc, je vois bien qu'il y a une grande difficulté et que ça n'est pas possible de continuer comme ça. Et donc, mais comme je sais bien que ce gouvernement est un gouvernement libéral et qu'il ne veut pas admettre que cette obligation qui est faite vis-à-vis de notre jeunesse. Est-ce que c'est du libéralisme provisoire? Juste Olivier Faure, pour que tout le monde comprenne, je cite le ministre de l'économie Bruno Le Maire, il disait la chose suivante: c'est une conviction politique forte chez moi, je pense qu'on construit sa vie par le travail, on construit sa vie par l'emploi que vous trouvez, par l'engagement que vous avez dans votre profession, c'est ça qui vous fait grandir. Et du coup, quand on a 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail et une rémunération de son travail, on ne veut pas une allocation. Cet argument ne tient pas la route selon vous? Qui dit le contraire? Est-ce que vous connaissez quelqu'un en France qui a envie de vivre des allocations? Enfin, franchement, c'est pas. Est-ce que vous avez un jeune de 18 ans qui dit mon avenir ce sera d'avoir le RSA? Personne ne dit ça. Personne. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en même temps, mais quand j'ai faim, j'ai faim. Et donc, quand on est ministre de l'économie et des finances, on devrait dire la même chose. On devrait dire non pas je vous renvoie vers un travail qui n'existe pas forcément. Vous avez aujourd'hui des jeunes, y compris pour des stages, qui n'y arrivent pas. Je connais plein d'enfants autour de moi, et même parfois très proches, qui cherchent des stages. Aujourd'hui, on leur dit partout, il n'y a pas de stage. Et donc, on leur dit quoi à ces jeunes? On leur dit, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de boulot, mais il n'y aura pas non plus de RSA. Non, on leur dit, vous êtes les enfants de la patrie, vous méritez qu'on vous accompagne, qu'on vous aide, parce que nous vous devons aussi quelque chose. Voilà ce qu'on leur dit. Alors, dans le même temps, le même Bruno Le Maire, dont on parle, a annoncé des aides économiques et sociales à hauteur de 4 milliards par mois, 4 milliards d'euros évidemment. Les prêts garantis par l'État ont été repoussés d'1 an. Bref, on a une dette, on en a entendu parler dans le flash de midi, qui continue à s'alourdir. Comment, tôt ou tard, on réussit à rembourser cette dette-là? Qu'est-ce que vous proposez, vous les socialistes? Comment s'y préparer? Comment l'anticiper? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Olivier Faure. Alors, il y a 2 dettes. Il y a une dette nationale, celle du plan de relance national, et puis il y a une dette bientôt européenne, qui est une dette aussi dont il va falloir se poser la question de savoir comment est-ce qu'on la rembourse ou pas. Mais il y a la dette française qui dépasse aujourd'hui largement les 100% du PIB. Oui, et qui sera certainement proche de 120% à la fin de l'année 2021. Et la chef économiste du Trésor dit ce matin dans le JDD, Agnès Benassi-Kéré, qu'il faudra la rembourser, cette dette. Alors, il y a une première question, c'est est-ce qu'il faudra la rembourser? Et si on la rembourse,
qui la rembourse. Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise qu'elle soit remboursée indifféremment par les premiers de corvée qu'on a tellement loué pendant la période de confinement en disant que c'était le sel de la terre. Puis maintenant, on va leur dire, c'est aussi vous qui allez la payer. En revanche, puisqu'on ne touche pas à la fiscalité des plus riches, les plus riches sont épargnés. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous mettez dans les plus riches ? Les plus riches, vous avez les entreprises, les multinationales qui, pensez à Amazon, qui a profité très largement. Alors je dis pas qu'ils en sont responsables, ils l'ont pas fait exprès, mais n'empêche qu'ils en sont directement bénéficiaires. La grande distribution, y compris tous ces labos pharmaceutiques qui vont heureusement à la fois nous sauver, mais qui vont aussi faire beaucoup d'argent. Donc, ce sont les premiers qui devraient être appelés à une contribution exceptionnelle. Faire en sorte de revenir sur la politique qui est menée depuis 3 ans, sur l'impôt sur la fortune, sur la flat tax, etc., qui a permis de donner un certain nombre de cadeaux fiscaux à des gens qui n'en avaient pas besoin. Dans un moment comme celui que nous traversons, il y a une solidarité qui doit s'exprimer, et elle doit s'exprimer d'abord des plus riches vers les autres. Et donc, c'est comme ça, de mon point de vue, qu'on arrive à construire de la cohésion et faire en sorte aussi que tout le monde s'y retrouve. Mais vous voulez en effacer une partie ? Vous voulez en effacer une partie ? Et sur la question de la dette européenne, ouais. Je souhaiterais qu'on mette en place au sein de l'Union européenne, et aujourd'hui malheureusement c'est la France qui est l'un des pays les plus réticents, eh bien je souhaiterais qu'on mette en place ce qu'on avait appelé la taxe sur les transactions financières. Y compris la Commission en 2012 avait un projet qui restait malheureusement dans les tiroirs, qui était une taxe qui permettrait demain de rembourser la dette européenne par ce canal-là, donc sur les revenus financiers et non pas sur les revenus de la spéculation, et non pas le faire payer aux États et donc aux Françaises et aux Français, aux Italiens, aux Allemands et aux autres. Je vais donner la parole dans un instant à Françoise Fressoz, mais puisque vous prononciez le mot de libéralisme pour qualifier la politique menée par l'exécutif, est-ce que ce mot-là a encore un sens aujourd'hui ? Je ne parle pas de l'Emmanuel Macron du début du quinquennat, mais de la politique qui a été engagée par le président de la République et par le gouvernement depuis le début de la pandémie. Le quoi qu'il en coûte, par exemple, le retour en force de l'État-providence. Vous diriez toujours que le macronisme est un libéralisme. C'est pas aujourd'hui une forme particulière de social-démocratie ? La crise a permis beaucoup de choses. C'est vrai que vous souriez parce que vous acquiescez ? Non, je n'acquiesce pas. Je vais vous répondre vraiment. C'est un sourire sarcastique. C'est un sourire, je ne sais pas si vous le qualifierez comme vous voudrez quand j'aurai fini de parler. Mais en vous disant d'abord que, évidemment, la crise a permis beaucoup de choses. On avait une réforme de l'assurance chômage qui était en train de rentrer en vigueur. Ils l'ont suspendue. Heureusement, c'était une tuerie selon le mot de Laurent Berger. Bon, très bien. Il y avait une réforme des retraites qui était une réforme que je ne soutenais pas, loin s'en faut, que je combattais. Aujourd'hui, elle est suspendue, tant mieux. Mais j'entends aussi ce que dit le gouvernement. Il nous dit, pour l'instant, c'est suspendu. Mais on va y revenir. Et même Bruno Le Maire nous dit, puisqu'on parlait de la dette à l'instant, il nous dit, pour rembourser la dette, on va baisser les retraites. Alors, il ne vous a pas échappé qu'il était un peu seul sur cette ligne-là et que du côté de l'exécutif d'Emmanuel Macron et du Premier ministre, il dit tout haut ce que l'autre pense tout bas. Mais vous ne répondez pas complètement à la question. Il est ministre de l'économie et des finances et je n'ai pas le souvenir qu'il ait été exfiltré du gouvernement. Il n'y a eu jamais autant de mécanismes de redistribution de dépenses publiques dans ce pays. Est-ce que ce n'est pas une forme de social-démocratie ? Oui, c'est une réhabilitation de la social-démocratie, vous avez raison de le dire. C'est une réhabilitation et tout ce qui avait été conspué depuis la révolution libérale des années 80 avec Thatcher, Reagan, etc., aujourd'hui on s'aperçoit que heureusement que ce pays tient encore debout, et il tient debout parce qu'il y a un État-providence. Donc très bien. Et alors comment vous opposez si votre adversaire est social-démocrate ? Non, il n'est pas social-démocrate, il est provisoirement contraint d'utiliser les outils de la social-démocratie parce qu'il n'a pas le choix. Bien, moi je souhaite qu'après la crise du Covid, on se pose encore les mêmes questions. Françoise Fressoz. Alors on continue là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la social-écologie que vous défendez en alternative du macronisme qui ressemble quand même assez furieusement au prochain Conseil des ministres, proposition d'un référendum pour changer l'article 1 de la Constitution, faire la garantie de protection contre le réchauffement climatique. Donc qu'est-ce qui concrètement va vous différencier de ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui ? Olivier Faure. Mais prenons l'exemple de ce référendum. Je comprends bien qu'il y a la volonté d'Emmanuel Macron d'expliquer qu'il fait quelque chose. Mais ce quelque chose, d'abord, je vois ce que disent les avocats en droit de l'environnement et qui disent que ce que propose Emmanuel Macron dans la rédaction actuelle, c'est régressif par rapport à la charte de l'environnement qui est dans la Constitution. C'est la Convention citoyenne sur le climat, donc c'est compliqué de s'y opposer aussi. Non, il y a des avocats, il y a des juristes. Les gens qui sont dans la Convention citoyenne ne sont pas avocats et juristes. Ils ont exprimé une intention, c'est qu'on fasse en sorte que demain, on ne puisse pas faire n'importe quoi avec la planète.
je suis même convaincu que quand les avocats leur disent la proposition du gouvernement est régressive par rapport à ce que nous avons déjà dans notre droit, eh bien, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on progresse. Ils ont voulu un crime d'écocide, on est passé à un délit d'écocide. Ils ont voulu beaucoup de choses qui n'ont pas été retenues par le gouvernement. Parce qu'il y a une confrontation à la réalité aussi, notamment sur le délit d'écocide. C'est-à-dire que les entreprises ont dit on ne peut pas vivre en permanence sous la menace d'être attaqué pour un délit. Comment vous appréhendez la réalité des choses? Menace, Françoise Frezo, Olivier Faure. Quelle est la menace? La menace, est-ce que ce n'est pas une menace collective de voir une planète qui est en train de se dégrader à grands pas et que nous allons vivre malheureusement dans les 10, 15, 20 prochaines années un réchauffement climatique qui risque de menacer les espèces, la nature et les générations futures? Elle n'est pas là, la menace? Alors pourquoi ne pas inscrire la protection de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution? Mais moi, je suis favorable. Je suis favorable, moi, mais clair. Pas régresser sur le plan juridique. Et y compris, ce que je dis au gouvernement et ce que je dis au Premier ministre, c'est que, très bien, on peut faire un référendum, il n'y a pas besoin de référendum. Il suffit de se mettre d'accord à l'Assemblée et au Sénat, on réunit le Congrès et puis on y va. Nathalie Saint-Cric et puis portrait. Justement, puisque on a l'impression que vous considérez que le centre de gravité à gauche se déplace vers l'écologie, pourquoi ne pas vous rallier finalement à une candidature écologiste comme Yannick Jadot? Et en quoi Anne Hidalgo serait-elle plus verte que les autres, alors même qu'elle règle quelques comptes avec ses Verts, qu'elle soupçonne de ne pas être assez républicain? Bref, où est le centre de gravité de cette espèce de pôle de gauche que vous appelez de vos vœux, pardon? Mais moi, je n'imagine pas l'écologie sans le social et je n'imagine pas le social sans l'écologie. Pourquoi ? Parce que ce sont les mêmes victimes et les mêmes prédateurs. Les mêmes victimes, c'est qui? C'est-à-dire que les gens qui sont victimes aujourd'hui de la malbouffe, qui sont victimes qui n'ont pas accès au bio, qui sont en réalité exposés aussi aux matières dangereuses dans leur boulot, qui sont dans les zones les plus polluées, ce sont les mêmes que ceux qui, socialement, sont frappés déjà par les inégalités. Et les prédateurs, c'est qui? Ce sont les mêmes aussi, ce sont ceux qui profitent de tout, qui ne se posent la question ni de l'homme, ni de la planète. Et donc nous avons partie liée pour faire ensemble et combattre ensemble ces grandes menaces qui pèsent sur nous. Sauf à la présidentielle. Voilà. On va y venir, justement. On y viendra après, mais d'abord sur le fond, et après je vous répondrai sur le plan politique. 12h30, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, est l'invité de Questions politiques ce dimanche. France Inter, Ali Badou, Questions politiques. Votre portrait signé Karine Bécard. Aïe. N'ayez pas peur, n'ayez pas mal avant qu'on commence. Vous réussissez à incarner, Olivier Faure, la nouvelle génération du Parti Socialiste, celle qui jusqu'ici n'avait jamais rien dit et qui pourtant attend depuis maintenant longtemps, suffisamment longtemps pour avoir enjambé en réalité tous les passages obligés d'une carrière politique. Une carrière politique classique, d'abord l'exécutif, vous conseillez Martine Aubry quand elle est ministre, à l'époque vous avez 29 ans seulement. Ensuite, Solferino, François Hollande est à la tête du Parti Socialiste, vous restez un rouage de l'équipe dirigeante pendant presque 8 ans avant de rejoindre à l'Assemblée votre seul et vrai mentor, le très placide Jean-Marc Ayrault, qui est alors le patron des députés. Autrement dit, chaque case a été méthodiquement cochée. Et comme tous les apparatchiks, Olivier Faure, vous êtes de tous les combats politiques. 2002, dans l'ombre toujours, vous œuvrez pour la campagne jospiniste. Il y a eu le premier meeting retransmis en direct sur le net, celui de Lille. Et quand ils se sont rendus compte qu'on faisait quasi jeu égal entre les gens présents dans la salle et ceux qui suivaient en direct sur le net le meeting, ils se sont dit effectivement c'est un moyen de décupler, de démultiplier les effets. Surtout, rester calme et rester à sa place. Vous mettez du temps, Olivier Faure, à vous autoriser les places du premier rang. Vous adhérez au PS à tout juste 16 ans. Mais comment dire, vous acceptez de patienter jusqu'à 43 ans pour devenir député. Et c'est petit à petit à l'Assemblée que vous vous imposez. La déchéance de nationalité voulue par François Hollande, vous vous y opposez. Et la loi travail défendue par Manuel Valls, vous la contestez. Donc tout en étant dans la majorité, votre petite musique existe, enfin pour celles et ceux qui ont envie d'écouter. On a des points de vue qui peuvent diverger. Moi, je n'aime pas toujours ce qui se fait, mais en même temps, je reconnais à ce gouvernement d'avoir quand même un cap, des idées claires.
Je reconnais à ce gouvernement d'avoir quand même un cap mars 2016. Tout est dit et tout s'accélère encore en 2017. Les macronistes ont tout emporté et les socialistes sont asphyxiés. Mais est-ce que vous avez hésité, Olivier Faure, vous, l'ancien rocardien, comme votre ex-ami Christophe Castaner, comme Manuel Valls aussi, ou comme Édouard Philippe? Est-ce que vous avez hésité à basculer? Non, vous avez résisté. Votre épouse, conseillère à l'Élysée durant 1 an, a démissionné. 1 mois plus tard, vous étiez élu premier secrétaire du PS à 49 ans. Il y a donc urgence à faire entendre à nouveau la voix d'une gauche capable de gouverner et d'offrir une alternative. Alors 3 ans après, avez-vous commencé à ressusciter le PS? Vous reconnaîtrez, Olivier Faure, que le bilan est pour l'instant assez mitigé. En tout cas, si vous n'y parveniez pas, vous deviendriez le dernier premier secrétaire à l'avoir dirigé. Lourd de responsabilité, mais tout cela, bien sûr, vous le savez. Réaction, Olivier Faure? Moi, je trouve le portrait très juste, en fait. Dans mes hésitations, dans mes doutes, dans ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait aussi. Donc, je me reconnais assez volontiers dans ce que vous avez écrit, et donc merci. Et même y compris, je vais dire les choses très franchement, puisqu'on est là pour se dire les choses. Vous demandez si j'ai hésité avec Emmanuel Macron, et je dois dire que oui, j'ai hésité. J'ai hésité au démarrage. J'ai eu des à le rejoindre? Oui, quand il a commencé en fait sa campagne au mois de novembre, décembre 2016, j'ai eu une discussion avec lui et je lui ai demandé qui il était. Je le connaissais parce qu'il avait été ministre de François Hollande, mais j'hésitais, je ne comprenais pas très bien qui il était et je voulais savoir où il allait. À la suite de cette discussion, mes doutes se sont approfondis et donc j'ai décidé que je ne le soutiendrais pas. Une fois encore, après mais ça s'est joué à 3 fois rien. Non, ça s'est joué pas à 3 fois rien, c'est que vraiment j'avais plus de doutes en sortant de cette conversation qu'en y entrant. Et puis après, il y a eu l'élection présidentielle. J'ai appelé au second tour à voter pour lui contre Marine Le Pen, et essentiellement à faire barrage à Marine Le Pen. Et je me suis demandé à ce moment-là si finalement il n'y avait pas encore quelque chose à jouer. Est-ce qu'on n'avait pas intérêt à dire au lendemain de l'élection présidentielle qu'il fallait peut-être une grande coalition qui tienne compte de l'électorat très composite qui n'avait pas suivi Emmanuel Macron au premier tour, mais qui l'avait rejoint au second pour faire obstacle à Marine Le Pen. Et qu'est-ce qui vous a retenu? Mais ce qui m'a retenu, c'est que l'orientation ensuite prise par le gouvernement d'Édouard Philippe m'a montré que je n'étais pas du tout compatible avec ce qu'il faisait. Mais vous n'avez pas pensé qu'en y allant, vous auriez pu peser de l'intérieur sur les choix du quinquennat? Mais j'ai souhaité, j'ai même dit publiquement à cette époque-là, avant qu'Édouard Philippe ne soit donc nommé Premier ministre, j'ai dit que j'étais en fait pour la réussite du quinquennat, parce que je suis pour que mon pays réussisse. Et que je souhaite évidemment que les choses puissent progresser. Et je n'ai pas eu de réponse à ce moment-là. Et malheureusement, l'orientation prise par ce gouvernement, d'abord Édouard Philippe, puis Jean Castex, là je ne me reconnais pas du tout dans ce qu'ils font. Depuis les premiers mois, je suis très éloigné de ce qu'ils pensent. Vous avez refusé d'être ministre, d'un mot? Alors, on ne me l'a jamais proposé, mais je l'aurais refusé. Je le refuserai encore aujourd'hui si on me le proposait, bien sûr. Françoise Fressoz, puis Nathalie. Rebondissons sur cette idée de coalition, parce que certains disent, si on faisait de la proportionnelle peut-être intégrale aux prochaines législatives, on pourrait peut-être arriver à faire un gouvernement de coalition pour faire les quelques 5 ou 6 réformes dont la France a besoin en fin de crise. Qu'est-ce que vous dites à cette proposition éventuelle? Olivier Faure. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous pourriez dire chiche? Chiche. C'est un petit chiche. Chiche, oui, chiche. Chiche? Vous n'avez pas l'air convaincu. Non, mais parce que c'est contre la tradition, en l'occurrence, de votre parti. L'hégémonie, l'idée qu'on doit peser, être le centre de référence à gauche, l'idée que les choses doivent se jouer à la majorité et que c'est aux autres de vous suivre et non pas de composer avec eux, être en position de s'il vous plaît. Mais votre chiche est surprenant et il est en rupture avec ce qu'on imagine être une stratégie pour la prochaine présidentielle. Non mais comprenons-nous bien. Que voulez-vous me dire? Ah bah c'est très clair.
qu'au fond, qu'on est quand même en pleine crise démocratique, qu'on voit bien qu'il y a des grandes difficultés, des décisions à prendre, vous vous plaignez des lenteurs de l'État, on voit qu'il y a un endettement record et on se dit que le prochain quinquennat, ça va être plein de défis énormes. Donc, ce qu'on essaye d'évaluer, c'est comment l'ensemble du dispositif politique se met en place par rapport à ces challenges. Parmi les hypothèses, il y a cette idée de proportionnelle qui peut-être ne se fera pas. Mais c'est intéressant de savoir si ça se faisait, est-ce que vous diriez, chiche, on va vers un gouvernement de coalition après la présidentielle? Non, alors j'avais pas compris votre question. En fait, moi je suis d'abord, premier point, sur la question de la proportionnelle, je suis extrêmement réservé. D'abord parce que un système, un régime, ça c'est à la fois une constitution, mais c'est aussi un mode de scrutin. Et on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et donc, vouloir improviser dans l'urgence une réforme du mode de scrutin, je suis contre. C'est ce qu'avait fait Mitterrand, ça lui avait pas mal réussi en 88. Mais j'étais déjà contre à l'époque, je le suis encore aujourd'hui. Nathalie Saint-Cric, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut, et donc qu'on puisse y réfléchir, qu'on puisse réfléchir à l'évolution de nos institutions. Moi, je suis favorable, c'est un débat que nous devons avoir, donc je ne veux pas préjuger de ce que sera le débat au sein de mon propre parti, mais moi, je souhaite que nous puissions faire évoluer la Ve République, qu'elle soit moins présidentielle et qu'on en finisse avec le bonapartisme, qu'on en finisse avec cette tradition d'autorité. Moi, je souhaite un pouvoir qui soit plus horizontal, qui soit aussi capable d'entendre ce que peut dire le Parlement. Alors, avant d'avoir un pouvoir horizontal, il va y avoir des présidentielles. Enfin, on peut l'espérer. Vous êtes hostile manifestement maintenant aux primaires. Quel est le mode alternatif de désignation? Comment on attend? Qui est-ce qu'on désigne? Pourquoi Anne Hidalgo? Pourquoi pas Ségolène Royal? J'ai cru comprendre que François Hollande, c'était pas exactement ce que vous souhaitiez. Et comment faire aussi pour que vous fassiez une coalition? Il y a Jean-Luc Mélenchon qui ne bougera pas, il y a les Verts qui veulent être candidats. La question est assez claire. Comment vous départagez le candidat socialiste et comment vous travaillez avec les autres? Ou alors on est quasiment sûr que vous allez perdre et peut-être ne pas être au deuxième tour. Olivier Faure. Je souhaite qu'on prenne les choses dans l'ordre. Alors. Et l'ordre, c'est d'abord commencer par les idées, par le projet. C'est ce qu'on dit tout le temps, ça. C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit tout le temps et partout. C'est qu'en gros, c'est pas une question de personne, c'est un programme. Bon. Non, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que personne ne fait jamais. Donc moi, je souhaite qu'on le fasse vraiment. Excusez-moi, mais il y a quand même une interrogation. Vous êtes dans l'opposition depuis 2017. Pourquoi cette idée de projet ou de commun n'est pas fait encore? Pourquoi ça doit se faire un an avant la présidentielle? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Mais tout a fonctionné. En réalité, est-ce que vous avez déjà... Tout a déjà fonctionné au Parti socialiste? Non, ça n'a pas fonctionné, d'accord. Mais enfin, je le reconnais volontiers. Mais enfin, sur la question du projet, tout fonctionne. Semaine après semaine, vous aviez des parlementaires qui, à chaque fois, ont présenté des amendements, dit ce qu'ils pensaient par rapport à ce que faisait le gouvernement. Sur la projection sur les 5 ans qui viennent, vous n'avez jamais aucune opposition qui ne dévoile ce qu'elle a à dire plus d'un an avant l'élection présidentielle. Sur la désignation ou le départage, comme dirait Gérard Larcher, on a l'impression que le Parti socialiste et les Républicains en sont au même stade, c'est qu'on ne sait pas comment le candidat sera désigné. Qu'est-ce que vous proposez? Pourquoi la primaire devient un truc absolument infect alors que c'était quelque chose, finalement, qui semblait assez démocratique de l'extérieur? Olivier Faure. Écoutez, vous avez cité François Hollande. François Hollande a dit dans une interview au Point à la fin de son mandat, il a dit maintenir les primaires, c'est tuer le parti de gouvernement. En général, c'est pas votre maître à penser, François Hollande. Vous avez même trouvé qu'il était un petit peu intempestif en ce moment dans les médias. Vous êtes réconcilié avec lui, là? Mais c'est pas une question de se réconcilier ou pas. Je suis premier secrétaire, donc y compris pour des gens pour qui j'ai de l'estime, pour qui j'ai de la reconnaissance, je peux aussi parfois leur dire, mais il y a un moment, on joue collectif. Et quand ça joue pas collectif, je le dis. Pas de primaire, donc quoi à la place? Et donc, je veux commencer par le projet d'abord, et ensuite faire un projet commun avec nos partenaires, et voir à partir de là, quel est celui ou celle qui incarne le mieux le projet commun? Oui, comment départager ces candidats? Pour moi, il y a 3 critères de choix. Il y a un premier critère, c'est qui incarne le projet commun. Et donc, c'est quand même une question d'abord le projet commun, puis qui l'incarne. Deuxième question, c'est de savoir quel est celui ou celle qui peut nous conduire à la victoire. Ça, donc, les sondages, alors. Quelle est la résonance dans l'opinion publique? Tout le monde dit qu'on ne regarde pas les sondages, mais comme je vous ai dit que je vous disais la vérité, je regarde les sondages comme tout le monde, et donc c'est une indication qui n'est pas absolue, mais évidemment... Et si Mélenchon est en tête dans les sondages, ça doit évidemment nous permettre de nous guider. Et troisième point, qui a la capacité à gouverner? Quelle est la gouvernance à chaque fois qui commence par qui? Ça veut bien dire qu'il est question de personne, et vous ne répondez pas à Nathalie. Comment départager des candidats si personne ne s'impose? Je vous ai pas dit que la question du qui se posait pas du tout. Je vous dis simplement qu'elle est prématurée. Bien sûr qu'il
qu'il faudra quelqu'un pour porter les idées. C'est rare de voir les idées traverser une pièce toute seule. Oui. Alors, elle est prématurée, mais en même temps, on vous a entendu dire que la candidature d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, serait finalement une excellente idée, ou en tout cas, elle pourrait être une excellente présidente. Oui, je dis que c'est une excellente présidente, que je ne savais pas si elle était candidate. Alors, ce qui est intéressant chez Anne Hidalgo, c'est que pour l'instant, elle semble s'y préparer en dehors du Parti socialiste. Elle a, enfin, en tout cas, son entourage a bâti une plateforme qui s'appelle En commun, comme elle avait fait pour les municipales l'année dernière. Est-ce que c'est ça ? Au-delà. Au-delà. N'est-ce pas pareil ? D'accord. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça l'astuce finalement pour rassembler tout le monde ? C'est-à-dire, c'est sortir de ces partis. Les partis, on ne sait plus à quoi ça sert exactement. Est-ce que pour rassembler, il faut refaire le printemps marseillais Olivier Faure. Moi, je souhaite une coalition de gouvernement. Donc, je souhaite que, tout à l'heure, je vous ai dit, premier critère pour moi, c'est qui incarne le bloc social écologique. Donc, c'est elle ? Donc, je vous ai dit qui incarne. Donc, ça veut dire que je demande à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui prêts à se dévouer pour aller à l'élection présidentielle, qui veulent devenir présidente ou président, je leur dis la première chose que vous avez à faire, les uns ou les autres, Jadot, Piolle, Hidalgo, tous ceux qui seront candidats, je leur dis, la première chose que vous ayez à faire, c'est d'abord à rassembler ce camp-là. Je ne vous demande pas d'être stricto sensu, à épouser toutes mes thèses ou à épouser toutes celles des écologistes. Pensez bloc, pensez coalition, pensez compromis entre nous pour pouvoir justement arriver à conjurer ce que Nathalie Saint-Cric a dit de manière fort juste, c'est que si nous y allons diviser, eh bien, nous perdrons les uns à côté des autres. Et elle a prononcé un nom, Nathalie, celui de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Jean-Luc Mélenchon qui a de toute façon décidé que c'était lui qui était légitime au nom de son antériorité, au nom de son expérience et au nom du fait que c'est son tour maintenant. Là aussi, vous avez un sourire, les Olivier fameux Faure, sondages. on peut se demander tant mieux si je vous fais sourire. Si les fameux sondages qui semblent être une façon de faire votre départage à vous, le mettez par exemple devant Anne Hidalgo ou finalement le mieux placé pour l'emporter. Est-ce que vous pourriez accepter de ne pas être candidat, enfin de ne pas avoir un candidat socialiste ou de vous rallier derrière le panache blanc de Mélenchon ou de Yannick Jadot? Est-ce que ça peut s'envisager ça? Je dois pas être assez clair en fait. Alors je reprends. Bon, alors on est un peu bête. Donc non, je dois pas être assez clair. Donc je le prends pour moi. Je dis en fait que je veux commencer par un projet commun. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est prêt à avoir un projet commun avec qui que ce soit? Vous l'avez au téléphone? Il dit je suis candidat et c'est moi, je suis le plus vieux dans le grade le plus élevé, etc. Donc c'est moi. Et puis j'ai un projet. Maintenant, ça fait 5 ans a-t-il un projet? Il a un projet qui a été un projet battu à l'élection présidentielle dernière, donc on devrait quand même se poser des questions. Le vôtre aussi? Oui, mais moi j'ai fait un inventaire. C'est ça la différence, c'est que quand j'opère, je me pose des questions et donc, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un message qui doit être adressé par les Françaises et les Français? Donc la différence entre lui et moi, c'est que quand j'opère, je réfléchis. Et quand on me dit, j'ai un projet, c'est le Nouveau Testament, et maintenant on peut plus y toucher, Nathalie, je dis non, justement. Et si vous voulez une coalition, moi je ne dis pas aux écologistes, aux insoumis, à Génération, etc., à tous les partis, aux nombreux partis à gauche, je leur dis pas, c'est moi qui ai raison, tout le monde derrière moi. C'est pas un aveu de faiblesse, ça? Est-ce que c'est pas justement le problème que vous avez aujourd'hui, ne pas être en position et en situation? La politique, ce sont aussi des rapports de force, Olivier Faure. Bien sûr que c'est les rapports de force, mais je ne dis pas... Moi, j'essaie de faire en sorte que les idées que je porte soient évidemment les plus en avant et qu'elles triomphent dans l'opinion pour qu'ensuite tout le monde suive. Mais je reconnais aussi que parfois j'ai tort. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est suffisamment rare de l'entendre dans la bouche d'un homme politique. Oui. Françoise Fressoz, et puis alors, vous évoquez le problème avec Mélenchon, mais il y a aussi un autre problème qu'on a senti au sein même d'une possible coalition sociale écologique, c'est au fond le rapport à la République. Quand Anne Hidalgo pense que certaines personnes chez les Verts ont un problème avec la République, est-ce que vous partagez son interrogation? Olivier Faure. On va quand même pas parler de ça, si. Enfin, bon. Non, mais c'est l'un de vos marqueurs depuis que vous êtes premier secrétaire au Parti Socialiste, c'est parler de la République. Et en l'occurrence, la question est intéressante. La question, non, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, mais on en a déjà beaucoup parlé. Je me suis déjà beaucoup exprimé sur cette question. J'ai dit que effectivement, ça fait partie. Chaque formation politique a ses lignes rouges. Et pour moi, il y a une ligne rouge qui est la ligne républicaine, assumée. Assumer parce que c'est la seule façon pour moi de vivre ensemble. Et la République, ça n'est pas rien.
Est-ce que les C'est écologistes... la même ligne que celle d'Emmanuel Macron, juste très rapidement, pour qu'on ait les idées claires sur la République, sur la laïcité, en l'occurrence. Quand il vous dira reconnaissez ce dans qu'est sa les projets ligne, je vous dirai si je suis d'accord avec lui. J'espère être d'accord avec lui. Pour l'instant, je n'en suis pas certain. Sa ligne, c'est le discours des Mureaux, quand même. On sait un peu ce qu'il pense, là. Les Mureaux, c'est ce qu'il dit, mais quand je vois la loi séparatisme, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, j'aimerais comprendre quelle est, en fait, la ligne d'Emmanuel Macron. Pas celle du grand oral, mais celle du grand écrit. Françoise Fressoz. Mais est-ce que ce que vous dites là fait que les socialistes pourraient refuser une certaine candidature des candidats écologistes qui ne sont pas dans la ligne que vous défendez? Et est-ce que c'est ce qui vous conduit à dire qu'au fond, Anne Hidalgo ferait une bonne présidente, comme si d'autres n'en feraient pas des bons présidents dans le camp social écologiste? C'est une ligne rouge. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, si moi, demain, il y a des gens qui m'expliquent que les Lumières, c'est fini, les idées des Lumières, non pas l'électricité, que la République, la laïcité, etc., c'est fini. Moi, j'en suis pas, hein, évidemment. Là, il y a un moment où, quand même, il faut poser des frontières étanches. Et donc, il y a parfois des gens qui ont trouvé à s'abriter dans des formations politiques à gauche et qui, malheureusement, peuvent parfois être contagieux. Et je ne souhaite pas que la contagion se prolonge. Voilà. Nathalie Vous avez dit tout à l'heure ne pas être satisfait par la loi Darmanin, la loi destinée à lutter contre le séparatisme, enfin, ça s'appelle plus comme ça, mais à renforcer les principes républicains. Qu'est-ce qui lui manque dans l'état actuel des choses Olivier pour que vous puissiez adhérer? Beaucoup, d'abord. En fait, on ne sait plus très bien ce que c'est que cette loi. Un coup, on lutte contre les séparatismes, puis après contre le séparatisme, puis maintenant, c'est pour défendre les valeurs de la République. Donc, pour les renforcer. Vous les renforcer. Eh bien, si vous voulez les renforcer, il faut dire deux choses. Il y a effectivement un volet répressif, donc combattre celles et ceux qui combattent la République. Celui-là vous convient? Ça me convient. D'accord. Et puis, il y a une partie aussi, c'est qu'est-ce qu'est la République? La République, c'est pas simplement de vouloir fliquer les gens, d'être dans une forme de... c'est pas la règle sur les doigts. C'est ça qu'il y a dans le texte, c'est fliquer les gens? Il n'y a que ça, malheureusement. Il n'y a que la partie répressive. Moi, j'aimerais que ce soit aussi une République fraternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aimerais qu'on puisse, par exemple, dire que on lutte contre les discriminations. Et comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est aussi un vrai drame dans ce pays d'avoir des gens qui ont à se justifier de leur couleur de peau, de leur religion, de ce qu'ils pensent, etc. Donc oui, il faut aussi se battre contre les discriminations, se battre contre les inégalités territoriales pour que les quartiers puissent être enfin à égalité avec le reste du pays. Faire en sorte aussi que quand dans un village, dans une ville, on veuille enterrer quelqu'un qui est de confession musulmane, il puisse avoir un carré musulman. Donc vous la voterez pas? Bref. On verra. J'attends de voir quelle est aussi la surenchère à laquelle vont se livrer les uns et les autres. Et en fonction de ce que ce sera le texte final, je vous dirai ce que je fais. Karine Bécard. On entend quand même que vous vous enflammez. Je pose une question très courte et très simple. Est-ce que c'est le bon moment de parler de ce sujet-là qui arrive demain en commission, qui arrive demain en examen, en lecture? Est-ce que c'est le bon moment de parler de tout ça? Olivier Faure. Dans le contexte actuel, sanitaire, etc. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que là, honnêtement, le gouvernement a lancé ce débat-là avant que le débat ne s'enflamme avec l'affaire Samuel Paty. Et au départ, d'ailleurs, ce que disait Darmanin, c'est que c'était bien de pouvoir discuter de ces sujets-là à froid. Malheureusement, c'est plus tout à fait à froid. On a à nouveau des attentats qui ont créé effectivement la tension dans ce pays sur ces sujets-là. Donc, je souhaite qu'on prenne en tout cas les sujets avec le plus de recul possible et qu'on ne fasse pas de la surenchère permanente. On a besoin de réconcilier les Français, y compris avec la République. Toujours question de fond sur les idées politiques, question de personne également, Françoise Fressoz. Oui, dans le paysage de la gauche, il y a aussi Arnaud Montebourg qui essaye de revenir sur un positionnement qui est plus strictement à gauche, mais plutôt gauche et droite souverainiste sur une reconquête un peu nationale. Comment vous percevez, vous, son initiative? Est-ce qu'il est encore... Il fait partie des vôtres, Arnaud Montebourg? Comment vous le jugez et comment vous appréhendez ses idées et son positionnement? Pour l'instant, je les appréhende peu parce qu'on en sait peu. Mais il y a des choses... Il est à jour de cotisation au PS? Ah non, ça fait longtemps qu'il a annoncé qu'il n'était plus au social, il n'était plus au PS. Donc, je ne sais pas encore ce qu'il a décidé de définir comme projet pour l'élection présidentielle. Qu'il veuille revenir à plus de souveraineté sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan démocratique, je suis d'accord. Si c'est pour dire qu'on fait le pont entre Henri Guénaud,
Je vois qu'il va maintenant avec Monsieur Pelletier, avec Monsieur Marlex, avec un certain nombre avec Marc Le Fur. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi ? Non pas que ces gens-là ne soient pas estimables, respectables, ils le sont. Mais la souveraineté, c'est pas tout. Être souverain, oui, mais moi je veux être souverain, mais pour pouvoir décider, par exemple, d'un impôt sur la fortune. Eux, ils sont contre. Je veux être souverain parce que je veux aussi qu'on réduise les inégalités. Ils ne font que les accroître par leur politique. Pour vous ? Je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je suis inquiet parce que son positionnement n'est pas clair et que j'aimerais... Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut revenir à plus de souveraineté, que l'Europe doit être, y compris, interpellée, qu'il faut la challenger et leur dire que ça ne va pas comme ça marche aujourd'hui. Mais enfin, ça ne suppose pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça ne suppose pas d'aller avec des gens qui partagent rien de nos idées sur d'autres questions. Autre sujet important, l'historien Benjamin Stora remettra mercredi son rapport sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Il remettra ce rapport au président de la République. Comment réconcilier ces mémoires-là ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Ce serait terrible de dire que c'est plus possible. Et j'espère beaucoup de ce rapport Stora. Parce qu'il y a besoin de réconcilier les mémoires. Il y a besoin... Nous avons une histoire commune, mais des mémoires qui divergent. Et une part aussi... je ne sais pas s'il faut dire hémiplégie, mais en tout cas, on a beaucoup de mal à appréhender cette période de l'histoire. Je vois le bruit qu'a fait le documentaire qu'avait produit Fabienne Servan-Schreiber avec beaucoup de courage il y a quelques semaines, quelques mois sur France Télévisions. Je vois ce que ça a suscité comme émoi, mais ces images... Magnifique documentaire. Magnifique documentaire et... Pascal Blanchard a fait un travail extraordinaire sur les décolonisations et la fin de l'Empire français. Exactement. Et qui, en images, rappelait ce qu'avait été l'Empire. Et donc, moi, j'aimerais effectivement qu'on puisse dire aux Françaises et aux Français, la République, elle n'a pas été exemple de tout reproche. Et qu'elle a commis des erreurs, même des fautes, et voire même des crimes. Et qu'il faut le dire pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais ça n'interdit pas, par contre, ça ne doit pas autoriser, derrière à dire que l'idée républicaine elle-même est condamnée. Parce que ce sont deux choses différentes. Est-ce que le président de la République a raison de faire de 2021 une année de commémoration de Napoléon, de son œuvre, de son histoire, de remettre en avant 200 ans après sa mort cette figure majeure de l'histoire de France ? Bon, on a un président qui aime bien commémorer, c'est donc pourquoi pas. Il a commémoré à peu près tout ce qui existe de grandes figures dans ce pays, de Jeanne d'Arc à Napoléon, en passant par Giscard, Chirac, Mitterrand. Mais c'est le ciment, l'histoire, malgré tout, non ? Oui, et donc rappeler ce qu'était notre histoire, je ne suis pas opposé. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'on en tire des conclusions aussi. Napoléon Bonaparte, il y a effectivement une histoire, une grande histoire. Mais moi, je suis ni pour le consulat, ni pour l'Empire, ni pour le retour de l'esclavage, ni pour... Qu'est-ce qui reste ? Du coup, que commémorera le Conseil d'État, le Code civil. Oui, il reste des choses, mais enfin, je ne voudrais pas que d'un seul coup, y compris, nous devenions, sur le plan politique, bonapartistes. C'est une tradition qui n'est pas la mienne. Non, mais est-ce que c'est cohérent de considérer qu'on devrait débaptiser la salle Colbert à cause de Colbert et de dire, vous, que Napoléon prend ce qu'on veut et qu'on laisse le reste ? Je ne suis pas pour qu'on déboulonne les statues de Napoléon. Je ne suis pas pour qu'on débaptise toutes les rues, etc. Je suis pour qu'on fasse leur place à d'autres grandes figures qui, malheureusement, n'ont pas trouvé leur place dans notre espace public. Et pourquoi Aimé Césaire n'aurait pas lui aussi une statue ? Pourquoi d'autres... Enfin, il y a tellement de gens qui mériteraient dans notre histoire avoir leur place et qui n'y sont pas. Ça, je crois qu'il y a une initiative qui a été lancée par le gouvernement. J'y adhère. Il reste très peu de temps. Karine. 3 petites questions quand même qu'on se pose quand on pense au PS aujourd'hui. Alors vraiment rapide. Combien de militants ? Combien de fédérations en ordre de marche ? Et est-ce que vous allez changer le nom du parti ? Vraiment ? Mais à peu près aujourd'hui 50 000 militants à jour de cotisation. Des fédérations qui fonctionnent, ça dépend des endroits, des départements. Il y a eu des endroits où ça a été plus difficile qu'ailleurs parce que nous avons pris une claque sévère et donc c'est plus difficile de se relever. Et le nom ? Et sur le nom qui n'est pour moi que l'aboutissement, moi je souhaite que nous refondions ce parti à l'automne prochain. Donc il faut un nouveau nom ? On repense l'organisation, qu'on s'élargisse à d'autres, avec des gens qui n'ont jamais milité, ou bien qui nous ont quittés. Et j'aimerais que ces gens-là se retrouvent sur ce projet social, écologique, démocratique, féministe.
et qu'ils aient envie de trouver un endroit où ils puissent faire valoir leurs idées et avancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui sont... Alors comment enfin allez-vous d'une grande rebaptiser le formation. PS? Parce que ça fait un nom assez long, ça. C'est un débat que je dois avoir avec les autres. Je ne suis pas... Enfin, vous l'aurez compris, j'ai dit que je voulais pas être bonapartiste. Eh bien, je ne suis pas Napoléon Bonaparte. C'est pas moi qui dis... C'est pas moi qui dis tout de tout. C'est quand? C'est à l'automne? Non, je peux survivre, mais 30 secondes. quand printemps? C'est quoi les échéances? Eh bien, votre impatience me touche. Voilà, me touche vraiment. Et je suis heureux de savoir que vous avez toutes et tous envie de savoir qui battra Emmanuel Macron l'année prochaine. Eh bien, je vous l'assure, vous l'aurez avant la fin de l'année. Et nous irons jusqu'à la victoire, effectivement. Voilà. Voilà. Mot Non, mais positif répondez-nous. pour finir. Quand l'automne prochain. Bon, bah voilà, c'est beaucoup plus clair. L'émission se termine. Merci Olivier Faure Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions. Bon dimanche. Merci à